Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est les cours en vidéo, et j'espère que vous allez tous très bien. J'espère également que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël, et je vous souhaite une très bonne année 2020. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet, l'apparition de l'homme parmi les primates. Voici le plan du cours, nous verrons dans une première partie les relations de parenté entre l'homme et les autres primates, et dans une seconde partie, on traitera de l'exemple du chimpanzé. On verra les similitudes génétiques fortes entre le chimpanzé et l'homme, et on verra un développement généralement différent. Alors, les relations de parenté entre l'homme et les autres primates. Alors, les primates, ce sont des mammifères. Donc, il existe actuellement environ 190 espèces de primates, mais les données paléontologiques révèlent que ce groupe a été bien plus diversifié dans le passé. Je vous propose ici, donc on a le terme primate et on a 4 caractères qui définissent un primate. Et on a un pouce opposable, donc tous les primates sont dotés d'un pouce opposable aux autres droits et des ongles plats. Le pouce opposable sert à la saisie des objets, à vivre dans les arbres, etc., etc. Il y a également chez les primates les orbites fermées. Donc les orbites fermées que l'on retrouve chez un grand nombre de primates, mais pas tous, on verra tout à l'heure dans un arbre phylogénétique. On a aussi, on a aussi des primates avec des narines rapprochées. Donc c'est également le cas de nombreux primates, mais certains primates n'ont pas de narines rapprochées. Et enfin, on a une queue absente chez les grands primates ou les grands singes. Donc ça, c'est une catégorie de primates où on retrouve notamment l'orang-outan, le gibbon, le gorille, l'homme ou encore le chimpanzé. Queue absente. Alors ces caractères, qu'est-ce que ça donne? Donc voici un arbre phylogénétique. Donc un arbre phylogénétique, c'est un arbre où on voit les liens de parenté avec les caractères, dérivés, ancestraux. Ces termes, on y reviendra juste après. Alors on a ici donc un arbre phylogénétique. Ici, donc on a dernier ancêtre commun à tous les primates. Voilà. Ici, ce n'est pas un primate. Donc tout ça, ce sont des caractères que l'on a vus. Donc pouce opposable, ongles fermés, narines rapprochées, disparition de la queue. Alors vous voyez par exemple que les narines rapprochées sont situées là. C'est-à-dire que les narines rapprochées sont apparues là. C'est-à-dire que tout ça, tout ce qu'il y a avant, ont des narines rapprochées. Donc c'est-à-dire le babouin, le macaque, le orang-outan, le gibbon, etc. Et tout ce qu'il y a après, donc le saki, le tarsier ou le maki par exemple, n'ont pas les narines rapprochées, etc. Et c'est pareil pour n'importe quel caractère. Par exemple, la disparition de la queue englobe cette partie bleue, c'est-à-dire les grands singes. Le macaque, le babouin, le saki ont par exemple une queue. Ces caractères, ce sont des caractères dérivés. Et on a des caractères ancestrales. Donc un caractère ancestral est un caractère qui n'a pas subi de modification au cours de l'évolution d'un taxon ou d'une espèce. Donc généralement, c'est le caractère du début. Donc là, on a un caractère ancestral. Donc ici par exemple, ongle et pouce, commun à tous les primates. Et le caractère dérivé au sein d'un taxon est un caractère nouveau résultant de la modification d'un caractère ancestral au cours de l'évolution précédant ce taxon. Ce caractère est commun à tout un groupe d'espèces. Par exemple, les narines rapprochées sont une modification qui sont caractéristiques à un certain primate, mais pas à tous. C'est un caractère dérivé, une innovation évolutive. Sur un arbre phylogénétique, on a par exemple aussi, donc ici c'est nœud, c'est jonction, c'est chaque ancêtre commun. Alors, donc la reconstitution de l'histoire évolutive d'un groupe ou phylogénie est basée sur l'étude de caractères macroscopiques, nez, disparition de la queue, mais aussi de caractères microscopiques et moléculaires. Pour les données macroscopiques, deux états de caractères sont distingués, un état ancestral et un état dérivé, résultant d'une innovation,
évolutive. En considérant que les organismes partagent un même état dérivé de caractère, on hérite d'un autre commun hypothétique possédant cette innovation, on peut reconstituer des groupes apparentés suivant le partage des états dérivés des caractères. La comparaison des séquences d'ADN et d'ARN ou de peptides permet de quantifier les similitudes. Deux organismes ont un ancêtre commun, d'autant plus récent que les similitudes de séquences sont grandes. Donc, similitudes de séquences, ça nous ramène au grand 2, l'exemple du chimpanzé, donc avec des similitudes génétiquement fortes entre le chimpanzé et l'homme. Alors, la comparaison des génomes de l'homme et du chimpanzé révèle une identité de 98,5% entre l'homme et le chimpanzé. La différence dans les formules chromosomiques des deux espèces, donc on a 2n égale 48 chez le chimpanzé, 2n égale 46 chez l'homme, s'explique par la fusion de deux chromosomes simiens, donnant le chromosome 2 humain. On verra tout à l'heure sur un karyotype juste après. Les deux karyotypes ne diffèrent que par quelques réarrangements chromosomiques, addition, avec un D, avec deux D, excusez-moi, addition, délétion, substitution, etc. Mais l'étude de l'intensité de l'expression des gènes révèle de nombreuses différences. Vous avez ici par exemple la comparaison des karyotypes de l'homme et du chimpanzé. Vous voyez, donc ici, en violet rose, tout est identique entre l'homme d'un côté et le chimpanzé de l'autre, tout est identique. Vous avez quelques additions, ici la fusion pour donner chromosome 2 alors qu'ici on a deux chromosomes, ici on n'en a qu'un chez l'homme. On a quelques fusions, quelques additions, quelques inversions, mais vraiment beaucoup de similitudes entre le karyotype de l'homme et du chimpanzé. Mais on a un développement légèrement différent. Les différences phénotypiques, vous vous doutez bien que si vous voyez un chimpanzé, on sait faire la différence entre un chimpanzé et un homme, même s'il y a 98,5% de ressemblance. Alors la différence phénotypique, donc c'est-à-dire la différence que l'on voit, observée entre l'homme et les autres grands primates, se met en place au cours du développement embryonnaire et post-embryonnaire. Donc au cours du développement de l'embryon et après naissance de l'embryon. Ces caractères sont influencés par l'expression des gènes et l'environnement. Donc exact. Donc vous savez que les caractères, donc l'expression des gènes est différente. Certains gènes s'expriment mieux, certains gènes s'expriment moins. L'environnement aussi influe sur l'expression des gènes. Et donc tout ça, ça crée une différence morphologique, une différence phénotypique entre l'homme et les autres grands singes ou autres grands primates. D'autres caractères morphologiques indiquent un développement ralenti chez l'homme, l'adulte se rapprochant d'un chimpanzé juvénile tout en ayant atteint sa maturité sexuelle. Donc voilà, d'autres caractères morphologiques. Donc on a un retard chez nous. Donc chez nous, donc quand on est adulte, on se rapproche davantage d'un chimpanzé enfant, un chimpanzé juvénile, même si on a notre maturité sexuelle. Les facteurs environnementaux et l'interaction avec les autres individus jouent un rôle important, notamment dans l'acquisition du langage chez l'homme ou dans l'apprentissage de comportement. Donc pareil, facteurs environnementaux qui influent sur le développement, sur une interaction. Donc nous, voilà, le langage, l'acquisition du comportement, de l'apprentissage, etc., etc. Et comme chez l'homme, les populations de chimpanzés présentent des pratiques culturelles diverses transmises par imitation. Donc voilà, il y a beaucoup aussi de transmission, de culture, donc comment se nourrir, comment un parent transmet comment se nourrir à son enfant, voilà, par imitation aussi, beaucoup d'apprentissage par imitation chez les chimpanzés. Donc ceci crée des différences, donc voilà, qui se voient, même si on a beaucoup de similitudes génétiques, 98,5%. Alors pour cette vidéo, je voulais donc je voulais créer un nouveau format, donc un exercice de fin de chapitre. Donc voici un exercice. Donc les siamangs sont des primates de forêt de Malaisie et de l'île de Sumatra. On cherche à placer les siamangs dans la phylogénie des primates, plus particulièrement au sein du groupe des hominioïdes.
des hominoïdes, excusez-moi, donc singes sans queue. On rappelle que plus une innovation partagée entre deux individus, plus leur parenté est importante. Donc vous avez ici donc un document 1A, 1B. Donc là on a la matrice des caractères de quelques primates et on a la matrice des différences entre les séquences d'une protéine homologue COX2 exprimée en nombre d'acides aminés différents. Donc entre quelques primates. Donc je vous laisse prendre connaissance de ce document et on passe tout de suite à un QCM. Donc ce QCM sera corrigé dans l'onglet communauté ou dans la prochaine vidéo comme vous voulez. Donc question 1. D'après les informations de la matrice 1A, combien d'innovations évolutives peut-on dénombrer à l'intérieur du groupe des hominoïdes? 1, 2, 3 ou 4. Question 2. La comparaison des informations de la matrice donc 1A montre que le siamang a plus d'évolution en commun avec le gorille qu'avec l'homme. Le lien de parenté entre l'homme et le gorille est plus étroite que le lien de parenté entre le siamang et le raoutan. Le colobe, donc le colobe on le met là, est un primate mais non un hominoïde, donc c'est-à-dire qu'il a une queue. Donc le colobe est l'ancêtre des hominoïdes. Ou encore, le siamang a des liens de parenté plus forts avec le raoutan qu'avec le gorille. Question 3. D'après les informations de la matrice 1A, on peut affirmer que l'ancêtre commun à l'homme et au gorille confectionnait des outils et avait les os du poignet fusionnés. L'ancêtre commun des hominoïdes n'avait pas de queue et de pouces opposables. L'ancêtre commun des primates avait les pouces opposables et pas de queue. L'ancêtre commun à l'homme et au gorille avait une queue. Question 5, ou question 4, mais 5 dans mon document. Parmi les arbres simplifiés suivants, lequel représente les informations de la matrice 1A? Réponse 1, l'arbre A. Réponse 2, l'arbre B. Réponse 3, l'arbre C. Réponse 4, l'arbre D. Donc vous me mettez tout ça dans les commentaires, ou vous le faites chez vous, la correction sera donnée dans la prochaine vidéo ou dans l'onglet communauté, n'hésitez pas à aller faire un tour. Donc en tout cas, merci de votre attention, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, passez de bonnes fêtes de fin d'année au moment où vous voyez la vidéo. Merci à vous, n'hésitez pas à partager, commenter, à vous abonner juste ici, à checker la dernière vidéo juste ici, c'était les cours en vidéo.